Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopy.com, Qanopee.com, l'application qui vous permet de trouver le meilleur praticien en médecine complémentaire, faire un check-up bien-être pour faire le point et recevoir du contenu gratuit pour prévenir l'apparition de maladies et être au top de votre forme. Avec notre podcast Génération Canopée, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, être en bonne santé et performants, pour que nous aussi derrière, nous puissions être plus heureux, en meilleure santé et plus performants. Et ça, franchement, ça m'est vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous ? Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui David Lefrançois. David qui est pour moi un mentor, une personne qui m'a formé avec toute son équipe, notamment Alina, il reviendra là-dessus. Et je suis vraiment ravi de l'accueillir. Bonjour David. Salut Quentin, bonjour à tous. Très heureux d'être là. Ouais, super. Moi, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Comment vas-tu, David ? Écoute, ça va. Je suis en pleine forme. Tout va bien sur tous les niveaux. Donc ça va. Très très bien. Ouais. C'est rare qu'on entend un truc comme ça, la vérité. Mais ça va bien. Ça va très 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 bien. Super. Bon, ouais, c'est clair, c'est cool d'entendre que tu vas bien. Je vais très bien. Je vais très 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 bien. Qui es-tu, David ? Bon, c'est une question très très particulière. C'est difficile cette question. Qui es-tu ? D'abord, je suis un homme. Ouais. Voilà. Je suis un homme marié. Je suis un père. Ok, ça c'est mes premières définitions. Ensuite, je suis quelqu'un qui est inscrit dans cette société et qui a à cœur d'essayer de donner sa part contributive. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que je peux apporter mon lot de libération de la souffrance dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Okay. Parce que le monde souffre beaucoup. Et comment tu fais pour contribuer à tout ça ? Alors d'abord, la première des choses que je vais m'attarder à faire, c'est essayer de comprendre le monde dans lequel je vis et de me comprendre moi en lien avec ce monde dans lequel je vis. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe autour de moi, les choix que les gens font. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup. C'est pourquoi telle personne va faire tel choix, pourquoi telle personne va prendre telle décision et toutes les conséquences qui vont avec. Et après, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, cette personne, elle était cette personne pour prendre cette décision-là. C'est-à-dire quelles ont été ses interactions mentales, émotionnelles, physiques, qui ont fait qu'à un moment donné, elle a pris cette décision. Et voilà. Et en fait, moi, je m'interroge beaucoup aussi sur mes propres décisions à moi. C'est quels sont mes modes de fonctionnement, quels sont mes états d'âme, comment je pense, est-ce que je pense bien, est-ce que je pourrais penser mieux. Et une fois que j'ai compris ça, d'essayer de le transmettre, tout simplement. Mais le premier laboratoire de fonctionnement, c'est moi. Ok. Donc en gros, tu te nourris de formations, tu te nourris de bouquins, de recherches pour pouvoir tester, approuver ou pas sur toi et alors, ensuite pouvoir le retransmettre. Moi, je travaille plus sur des recherches parce que c'est 30% de mon activité aujourd'hui. Je fais vraiment de la recherche. Donc c'est plus ça qui m'intéresse. Les livres, il y a des choses qui sont sympas aujourd'hui, mais malheureusement les livres ne sont plus assez poussés en ce qui me concerne. Donc voilà. Et donc je vais aller chercher des sources qui sont plus des sources de recherche universitaire ou de recherche privée. Il y a de plus en plus d'initiatives privées qui sont très 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 bien. Comme tu sais, moi je vis dans un pays qui s'appelle Israël, donc on appelle ça la Startup Nation. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives de recherche personnelle qui sont juste hallucinantes. Donc je peux m'y connecter, quoi. Voilà. Donc ça va être la grande partie. Et puis après, je continue aussi sur un autre doctorat. Donc j'ai aussi d'autres accès, d'autres
d'autres fonctionnements, d'autres ouvertures. Ouais, parce que si je reprends un peu ton historique personnel d'un point de vue professionnel, tu es un psychologue à la base, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et... Psychologue, psychosociologue et psychosexologue. Okay. J'ai pris ces spécialités parce que c'était une période de vie où j'avais besoin d'apprendre et j'étais bien au niveau universitaire. Et puis après, j'ai bifurqué sur un doctorat en neurosciences. Ok. Et comment tu as switché justement sur les neurosciences? C'est une très 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 longue histoire. J'ai switché sur les neurosciences parce que j'ai une opportunité qui m'a été proposée par l'université et parce que j'avais vécu des choses assez difficiles dans ma vie et la psychologie traditionnelle n'avait donné aucune réponse. C'est-à-dire que moi qui pensais que j'étais psychologue, hein, j'étais déjà psychologue formé en tant que psychologue, mais je me suis retrouvé tellement en désarroi quand je me suis rendu compte que la psychologie que j'avais appris ne permettait en rien de m'aider dans ce que j'avais vécu. J'ai compris qu'il fallait aller à la source et arrêter d'avoir des personnes qui essayent d'avoir une espèce de vue de l'esprit comme ça sur des théories qui sont des théories plus qu'anciennes mais qui t'aident pas quand t'as besoin. Et j'avais vraiment besoin de rentrer dans de la mécanique là, plus rentrer dans quelque chose d'imaginaire, mais de mettre les mains dans le cambouis. Presque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu rencontres une difficulté de vie et quand on te renvoie à ton éducation, à ton truc, c'est sans doute intéressant, mais je savais que c'était pas ça. Moi, j'avais vécu un trauma. Donc le traumatisme, il fallait le traiter comme un traumatisme. Je voyais pas le rapport que je pouvais avoir avec les relations que je pouvais avoir avec mon père ou avec ma mère, et qu'à un moment donné, je trouvais ça tellement stupide, tellement débile. Et d'ailleurs, tu sentais que les mecs, en fait, ils avaient des théories, et il fallait que je colle à la théorie. C'est-à-dire qu'ils voulaient essayer de me convaincre, personnellement, que ce que je vivais était en lien avec la théorie qu'ils avaient à l'esprit, alors que ça n'avait rien à voir. Et du coup, en fait, d'abord, ça m'a profondément dégoûté de l'approche psychologique traditionnelle. Et je me suis dit, si c'est ça la psychologie, je préfère pas me prétendre psychologue. D'ailleurs, c'est un statut auquel je n'ai jamais prétendu, légalement. Tu vois, okay. C'est-à-dire que je me suis jamais inscrit à l'ordre des psychologues en France, par exemple, simplement parce que je me retrouvais pas du tout dans cette discipline et ce qu'ils pouvaient proposer. En revanche, qu'on commence à m'expliquer exactement l'interaction au niveau neurologique, de ce qui se passe au niveau biologique, des séquences qui sont amenées à s'allumer ou pas dans le cerveau, là j'ai trouvé qu'on rentrait dans le concret, quoi. Et que ça m'a permis d'avoir des réponses beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus puissantes et opérationnelles que la simple psychologie. Donc c'est comme ça que j'ai bifurqué de façon définitive dans ce domaine et que j'ai profondément abandonné la psychologie. Ça veut dire pas que je rejette tout en bloc, surtout que moi j'ai été formé et j'ai eu la chance d'être formé avec par la voie non pas freudienne mais jungienne, tu vois. Et j'aime beaucoup ça. J'aime bien. Je préfère 100 000 fois cette approche. Mais aujourd'hui, mon salut passe par des recherches en neurosciences et voilà, et que ça se connecte ou ça se connecte pas. Voilà, une émotion, ça se connecte ou ça se connecte pas. Et je trouve ça rassurant, plutôt que de porter des jugements de valeur sur des choses que tu as faites ou pas faites ou des éducations que tu as reçues ou pas reçues. C'était trop lourd pour moi. Ça me correspondait plus, en fait. Et pas du tout. D'accord. Et donc, du coup, partie neurosciences, partie coaching aussi, du coup. Parce que tu es parti dans les neurosciences pour comprendre un peu notre fonctionnement humain, notre biologie, notre neurobiologie. Et il y a eu le coaching qui est arrivé. Le coaching, il est arrivé assez tôt dans ma vie quand j'étais en équipe de France de karaté. Où là, pour la première fois, la fédération française avait fait venir un Belge d'ailleurs sur la préparation mentale. Et c'était la première fois. Moi, alors à cette époque-là, je suis jeune adulte. Je vais rentrer. J'étais déjà en équipe de France junior, cadet,
et cadet junior. Et là, en fait, j'étais surclassé en senior. Et donc, j'ai bénéficié de cette approche-là. Et à cette époque-là, je faisais déjà une école de commerce pour faire plaisir à mes parents, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et je faisais psycho pour essayer de comprendre la personne que j'étais. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a offert une espèce de carrefour entre deux passions que j'avais, le sport et puis la psychologie. Et du coup, je l'ai contacté et c'est lui qui m'a ouvert toutes les portes pour pouvoir mettre un pied dans le monde du coaching. Et le coaching, ça m'a plu parce que en fait, on était dans un environnement qui était profondément pragmatique. Un sportif de haut niveau, il se pose pas de questions, quoi. Tu vois, il a une échéance, il a une compétition. Ça sert à rien de philosopher sur son père ou sur sa mère, quoi. Tu vois. Je dois être prêt, je dois mes émotions au niveau physique, mental, émotionnel, je dois être opérationnel. Voilà. Et j'aimais ce côté profondément pragmatique. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à coacher dans le monde du sport. J'ai eu de super résultats. Je me suis éclaté dans ce domaine. C'était aussi intéressant. Après, j'en ai vite fait le tour parce que le coaching de sportifs de haut niveau, c'est sympa, mais après, il y a d'autres travers par rapport à ton style de vie qui sont un peu difficiles à vivre. Tu vois, par exemple, quand tu accompagnes un tennisman, tu peux le coacher 1 heure, 1 heure et demie par jour, mais bon, le reste du temps, tu fais quoi, tu vois? Donc, et à un moment donné, tu peux te poser des vraies questions. Alors, à l'époque, moi, j'ai écrit des bouquins, donc ça m'allait, tu vois. Mais c'est juste important de comprendre que j'avais besoin aussi de construire autre chose et puis de me rendre compte aussi à un moment donné que j'en avais marre d'accompagner les personnes qui avaient le melon parce que les sportifs de haut niveau, c'est aussi un très fort ego. C'est aussi ce qu'ils font qu'ils sont sportifs et qu'ils réussissent plus que les autres. Mais j'ai travaillé dans des sphères où il y avait tellement d'ego, tellement d'enjeux, tellement d'argent que ça m'a assez dégoûté de ce domaine-là. Et d'un autre côté, je voyais des personnes qui avaient besoin des mêmes stratégies pour réussir et qui mériteraient beaucoup plus que je porte mon attention sur eux, quoi, tu vois. Des dirigeants d'entreprise, voilà, par exemple. Et donc, j'ai orienté sur la 2e vague du coaching en entreprise. Et puis après, on est parti sur la 3e vague qui était là, celle du life coaching où tout le monde pouvait avoir besoin d'un coach. Voir un petit peu comment l'univers du coaching, il est rentré un peu dans ma vie, quoi. Voilà. Ok. Et donc du coup, tu es parti quand même sur la partie coaching performance, donc avec voilà, tu parles du tennisman, mais tu as fait d'autres sports également. Tu as accompagné d'autres équipes sportives, notamment, je pense au karaté, judo. Karaté, j'ai fait karaté, judo, escrime, ski. Dans la discipline de ski, j'ai fait 4 disciplines. Du kickboxing. Ouais, j'ai fait des trucs sympas, très sympas. Tu m'étonnes. Et donc, du coup, t'es parti sur cette partie performance. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu dis, bon, ben, ok, pour la partie performance sportif, bon, avec l'ego, etc., bon, c'est ok, j'ai fait, mais j'ai envie d'autre chose. Tu t'es dit, ok, maintenant, c'est les chefs d'entreprise, ou du moins les entreprises. Là, on n'est plus vraiment il y a de la performance, mais il n'y a pas que de la performance pour le peu, parce que... Et en même temps, tu sais, c'est très très proche. Tu sais, regarde, aujourd'hui, quand tu prends le monde de la compétition économique, les gars, chaque année, ils ont un truc qui s'appelle un bilan. C'est-à-dire que chaque année, ils mettent le compteur à 0. Chaque année, le stress augmente. Le niveau de compétition s'affûte. Les compétiteurs deviennent meilleurs. C'est-à-dire que tu es obligé d'être dans une logique de progression. Il y a le stress qui est permanent. Il y a les enjeux qui sont forts. Donc, pour moi, il n'y avait pas du tout de différence dans la gestion d'une équipe commerciale ou dans la gestion d'une équipe sportive ou dans la performance pure individuelle parce que les processus mentaux sont les mêmes. On parle juste de performance. La seule différence que j'ai trouvée plus sympa, c'est que la performance dans le monde de l'entreprise, on pouvait vraiment plus facilement l'accrocher à un idéal de vie. Tu vois, de personnes qui voulaient vraiment, par exemple, faire grandir leur entreprise parce qu'elle avait une empreinte sociale qui était très forte ou alors la capacité de pouvoir changer le monde. Et ça, je trouvais ça vachement sympa. Mais finalement, en termes de performance, on était dans des sphères qui étaient exactement équivalentes. Sauf que je préférais cette population à l'autre. Voilà, tout simplement. Et puis tu sais, après, le monde du sport, il est sympa quand on le regarde de l'extérieur, mais quand on le vit de l'intérieur, on s'aperçoit que par exemple des footballeurs sont tous infantilisés pour qu'ils réfléchissent pas.
et que moins ils réfléchissent, plus ils sont malléables. Donc, il y a un moment donné, j'avais aussi un besoin de stimulation intellectuelle, hein. C'est-à-dire que quand tu as fait toutes ces études et que tu te dis que tu passes ton temps à discuter avec des gars qui comprennent à peine ce que tu comprends, la vérité, bon, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, c'est que j'avais besoin aussi d'avoir des personnes qui me stimulaient aussi et dans lesquelles je me retrouvais aussi dans le projet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et qui te challengeait aussi intellectuellement. Oui, mais vraiment, voilà, un footballeur c'est sympa, mais non pas dire, tu peux pas avoir des grandes conversations métaphysiques avec lui, quoi, tu vois. Et moi je les mettais sous hypnose, les footballeurs, je m'embêtais même pas. Parce que c'était assez compliqué. Mais maintenant, les pauvres, c'est pas non plus leur faute, parce que tout l'environnement est fait pour que un footballeur, il prend jamais son avion, il prend jamais un ticket, enfin, et pour les tennisman, c'était pareil, tu vois, tout est pris en charge. Bon, il joue au football et après il joue à la PlayStation, quoi. C'est très bien. Ouais. Okay. Donc l'environnement, il était pas génial. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'envers du décor est pas si sympa que ça. Voilà. Oui, mais on peut le percevoir ou du moins le ressentir. Ça, c'est quand même assez palpable. Ok. Du coup, neurosciences, très vite, t'es parti aussi sur les neurosciences motivationnelles. C'est quoi cette discipline en plus? Alors, en fait, les neurosciences, c'est comme tu parles de médecine. Si quelqu'un te dit je fais médecine, assez rapidement, tu vas lui demander s'il se spécialise. Et les neurosciences, en fait, c'est très très large. Entre la neuroéconomie, la neuroergonomie, la neuropsychologie, enfin, et dans ces disciplines-là, tu as à l'intérieur encore des spécialisations. Et moi, j'avais décidé de me spécialiser sur les processus motivationnels. Pourquoi? Parce que justement, ce que j'avais pu remarquer dans l'univers sportif, et même l'univers de l'entreprise, c'est que les personnes qui réussissaient n'étaient pas obligatoirement ceux qui étaient les meilleurs. Mais par contre, c'était ceux qui étaient les plus motivés. C'était ceux qui lâchaient rien, qui étaient capables de renouveler leur motivation. Combien de fois on a vu des personnes qui étaient très douées et surdouées, mais qui vont avoir un premier échec et puis après ils y retournent plus. Tu vois? C'est pas que le problème soit un problème de compétence. C'est qu'il y a un problème de motivation à aller jusqu'au bout, à se confronter à l'adversité, à accepter la difficulté, à échouer et à repartir quand même. Donc j'ai toujours observé de loin, mais même chez moi, hein, dans mes propres systèmes de compétition, j'ai observé que la motivation faisait toute la différence. Toute la différence. Donc, je me suis dit, il y avait quand même des premières spécialisations, notamment ça se faisait à McGill à l'époque, des premières spécialisations dans les stratégies motivationnelles. Et je me suis dit, je veux me spécialiser dans le domaine. Donc, je me suis intéressé aux neurosciences appliquées. Donc, ça, c'est encore une autre discipline. Parce qu'en fait, tu as la neuroscience clinique. Donc, là, tu fais de la recherche pure, ce que j'ai commencé à faire. Et puis après, tu as les neurosciences appliquées. Les neurosciences appliquées, on va prendre des études qui sont des études universitaires et on va voir concrètement comment les mettre en œuvre. Okay ? Et dans cette neuroscience appliquée, je voulais appliquer, moi, tous les processus qu'on avait découverts sur les stratégies motivationnelles. Et voilà, et donc c'est pour ça que je me suis intéressé aux neurosciences motivationnelles. Et j'étais d'ailleurs le premier en France à importer, et je pense encore le seul, à importer les neurosciences motivationnelles. Voilà. Passionnant, et en plus de ça, là, j'ai la chance de suivre ton master neurosciences motivation justement actuellement, pour pouvoir développer de nouvelles compétences de coach pour faire sauter certains verrous et puis aller plus en profondeur, notamment sur les objectifs, et passer d'un objectif irréalisable à un objectif qui a été réalisé. Et ça, c'est assez passionnant. Beaucoup de matière, on sent qu'il y a beaucoup de recherche. Oui, il y a la matière. Il y a la matière. Il faut le tenir ce truc, hein, parce que tu vois, il y a du boulot. Ouais, j'ai déjà bien mesuré. mais c'est challengeant et c'est excitant, ça aussi. Et concrètement, comment tu accompagnes sur la neuroscience motivationnelle, par exemple, des personnes. Donc c'est sous forme de coaching, c'est comment quand j'accompagne sous forme de coaching, d'abord moi c'est toujours un engagement qui a un minimum d'engagement de 3 mois, à raison d'une séance par semaine. La première des choses sur laquelle moi je vais m'intéresser, c'est les stratégies de motivation de la personne. D'accord ? À savoir,
quelles sont les sources de motivation et quelles sont ces sources de démotivation. Et curieusement, alors que les autres orientations de coaching vont se centrer sur de l'ultra positif, moi, je m'intéresse parfois plus aux échecs que la personne elle a rencontrés. Et je m'intéresse beaucoup plus à qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es lancé dans un truc, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui à un moment donné fait que tu as envie et du jour au lendemain, tu n'as plus envie. Qu'est-ce qui fait que tu t'es surinvesti et que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire 1 heure de sport par jour, tu commences à les faire pendant 3 semaines et qu'après, tu fais plus rien pendant 6 mois. Ok. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? C'est-à-dire que moi, je porte beaucoup mon attention sur les stratégies d'échec et je m'intéresse parfois plus aux échecs qu'aux réussites. Parce que les réussites, elles sont plutôt faciles à reproduire pour le cerveau. Alors que les échecs, le cerveau, il va essayer de les éviter. C'est-à-dire que si je comprends pas la nature d'un échec, et ben en fait, il y a de très grandes chances que je mette en place des stratégies dans ma vie pour ne pas le revivre. Et du coup, en fait, je vais m'enfermer. C'est des personnes qui vont s'associer, par exemple, et ça marche pas. On était super motivés, et puis à un moment donné, ça marche plus. Cette même personne, si elle ne comprend pas le processus de ce qui s'est produit, elle te dira non, moi je veux plus m'associer. Il y a très de grandes chances qu'elle évite l'association, alors que l'association était un support génial, qui aurait pu te permettre de démultiplier tes compétences, tes connaissances. C'est juste qu'à un moment donné, il s'est passé un truc que t'as pas encore identifié, et que ce truc que t'as pas encore identifié, en fait, c'est lui qui génère les peurs qui sont difficiles. Mais si par exemple tu tombes amoureux, que tu fais et que ça se passe pas bien, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus jamais tu vas aimer. Mais pour autant, il y en a qui sont comme ça. Il y a des personnes qui te diront non, mais par exemple les hommes c'est tous des porcs, ils se conduisent mal. Non, t'as eu une mauvaise expérience. Maintenant, viens, on va se coller et on va voir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné cet homme t'a traité comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette expérience-là? Pourquoi toi, tu l'as et d'autres, ils l'ont pas du tout. Parce que si tu comprends pas, tu vas éviter ce genre de personnage, mais tu vas passer à côté de ta vie, notamment peut-être d'une relation sympathique. Donc, curieusement, au démarrage, je porte beaucoup mon attention sur les stratégies d'échec de la personne. Après, je m'attarde à ce qui déclenche la motivation. Qu'est-ce qui te donne envie? C'est quoi tes sources de désir, de plaisir, de réalisation? Pour certains, ça peut être le désir de revanche, tu sais. Pour d'autres, ça va être l'envie de briller. Pour d'autres, ça va être l'envie de se réaliser. Pour d'autres, l'envie d'exister. Peu importe. Je prends ce dont tu vas me donner et on va commencer par ça. Après, une fois que j'ai le sens profond et le déclencheur, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui fait que maintenant on peut maintenir sur la durée. Et surtout, je vais identifier mes stratégies de sabotage. Compte tenu de ce que j'ai compris dans le passé, je vais poser la question à la personne, et ok, te connaissant comme tu te connais, comment risques-tu de te saboter? C'est-à-dire, par exemple, la personne va dire, tu sais, moi j'adore lancer quelque chose, mais une fois que c'est lancé, après, je m'y intéresse plus. Ok. Donc, à un moment donné, c'est quoi les indicateurs qui montrent que quelque chose ne t'intéresse plus? Et on va les repérer, et on va les anticiper. Parce que quand ces indicateurs vont venir, ça voudra dire qu'il faudra que tu apportes de la nouveauté. Il faudra que tu apportes des choses intéressantes. Voilà. Donc, on va identifier ce qui va te permettre de maintenir et de préserver la motivation sur la durée. Et puis enfin, une fois que tout ça sera fait, qu'on aura atteint notre résultat, il faut le célébrer. Pour renforcer la motivation, à repartir sur quelque chose de nouveau et de propre. Voilà. Donc voilà les stratégies qu'on va mettre en œuvre. Et ensuite, je cale mon coaching dans tout ça, à travers tout ça. Ok. Yes. En tout cas, c'est assez clair et on peut voir le schéma et comme quoi tout n'arrive pas par hasard, qu'il y a des schémas et des processus mentaux qui sont créés et qu'il faut aller en profondeur sur soi, et le fait d'être accompagné par un coach, en l'occurrence, te permet vraiment de gagner beaucoup de temps et de pouvoir vraiment te décupler comme il le faut. Exactement. Et c'est vrai que la partie, des petites choses toutes simples qui paraissent anodines, qui est le fait de célébrer les succès, petits ou grands. Il n'y a pas forcément de petits ou de grands succès. C'est des succès. On a franchi une étape ensemble ou tout seul, mais on se fait plaisir. Et j'aime beaucoup cette philosophie. C'est des choses que dans nos programmes, c'est pareil. On en parle beaucoup et c'est des choses qu'on oublie, notamment le chef d'entreprise que l'on accompagne. Par exemple, c'est
bah ouais, ok, on est une machine. Du moins, c'est comme ça qu'il se voit. Je suis une machine. Je dois bosser comme un gros malade. Et puis bah après, ok, bah je sais pas quand est-ce que je m'arrête, mais en tout cas, je m'arrête jusqu'à ce qu'en fait il y a des signaux physiques qui font qu'en fait il est grand temps de prendre des vacances, qu'il est grand temps de faire une grosse pause, et c'est là que là typiquement aujourd'hui j'ai c'était pas aujourd'hui, c'était avant-hier, j'ai changé avec un chef d'entreprise qui me disait qu'il allait très bien, tu vois. Donc sur l'échelle de 1 à 10, sa santé elle est entre 7 et 8, tu vois. Donc nickel. Mais après, quand tu regardes la partie alimentation, tu regardes la partie sommeil, tu regardes la partie activité physique, quelle est la relation qu'il a avec lui-même et les relations avec qui il a autour de lui. Et là, tu te dis, ok, bon, il va pas si bien que ça. Tu lui poses quand est-ce qu'il a pris ses dernières vacances. Ok, c'était il y a 1 an. Et en fait, tout ça, tu te dis, bon, mais ok, il a cet aspect, je suis une machine, donc faut que j'y aille. Mais là, en fait, il commence à avoir son corps qui commence à gentiment lâcher et à avoir des signes qui fait que faut que je me reprenne en main. Bien sûr. Et tout simplement et en fait, tous ces processus des temps de pause, de la relaxation, on reviendra sur la cohérence cardiaque, notamment sur la partie relaxation qui me passionne, et en plus de ça, tu es en train de développer quelque chose de très intéressant, avec une application en particulier. Et en effet, les petits succès qui sont juste essentiels à mettre en place. C'est important. Et puis de toute façon, c'est important d'avoir une approche de vie qui est une approche de vie globale. C'est-à-dire que, tu sais, je pense que toi et moi, on fait partie de cette génération moi j'appelle les générations je veux tout. C'est-à-dire qu'on veut une vie épanouie au niveau professionnel, mais on veut une vie de couple sympa. On veut pas passer à côté de l'éducation de nos enfants, en tout cas de les voir grandir. Et puis tout ça, le faire avec une belle vitalité énergétique. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait une conscience globale de notre vie, de notre mode de fonctionnement. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ça la vraie performance, en fait, en vrai. La performance, c'est pas vraiment d'obtenir un résultat dans un domaine. La vraie performance, c'est vraiment de pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir répondre à tous ces environnements de vie-là qui sont exigeants. En tant que père, mes enfants, ils sont exigeants vis-à-vis de moi. Mon épouse a des attentes vis-à-vis de moi. Et mes collaborateurs aussi, tu vois. Et donc, j'ai besoin d'avoir cette vitalité, cette énergie pour pouvoir répondre, tout simplement. Ouais. C'est important. Comment tu fais pour avoir cette vitalité, cette énergie? Alors, il y a 2 choses. Non, à mon avis, il y a plus que 2 choses. D'abord, la première, je donne priorité à mon activité physique. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'as fait du sport de haut niveau, c'est très très dur d'arrêter la compétition parce qu'il te manque quelque chose. Et moi, j'ai eu quand même tout un pan de ma vie dans laquelle tout était orienté autour du sport. C'est-à-dire mes études, c'était secondaire, et les copines, c'était secondaire. La seule chose qui comptait, c'était mon sport et mes compétitions et tout ça. Donc, quand t'as passé tout un pan de vie comme ça, c'est très difficile de décrocher. Donc, d'abord, il a fallu que je préserve cette aptitude. Mais ça veut dire que, par exemple, moi, aujourd'hui, quand je suis ici, chez moi, en Israël, je fais 2 entraînements de sport par jour. Le premier entraînement de sport, je le fais le matin, et je fais du kickboxing, par exemple, parce que je change d'arts martiaux tous les 5 ans. Là, en ce moment, c'est kickboxing. Donc, c'est génial. Et donc, je m'entraîne 6 fois par semaine. C'est-à-dire tous les jours, à part le samedi où moi je fais Shabbat dans ma religion. Voilà. Et ça, je vais placer mes entraînements selon les disponibilités de mon coach et je m'adapte assez. Donc ça va, tu vois, par exemple, ce matin, je me suis entraîné à 8h, mais hier c'était 9h30, demain ce sera 11h. Et je place ça dans ma matinée. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, vers 18h, je me fais un 2e entraînement. Cette fois-ci, c'est plus pour le développement musculaire, tu vois, tout ce qui va être assouplissement. Donc là, je me fais autour de 45 minutes, 1 heure de workout. Je vais le faire près de la plage. On a plein de petits coins d'entraînement ici en Israël où tu as plein Ici, les gens sont extrêmement sportifs. Vraiment. C'est-à-dire que sur les plages, tous les 300 mètres, tu as plein d'agrès sportifs gratuitement. C'est hallucinant. Tu vas avoir des sacs de frappe, des trucs. Enfin, c'est assez fou. Et c'est vraiment un pays qui est
qui est très sportif. Donc c'est facile de trouver. En 2 minutes, tu regardes dans un quartier, tu vas avoir un endroit où tu as des street workouts. C'est partout, tu vois. Donc là, je me fais 45 minutes comme ça, 1 heure en fin de journée, et c'est mon petit décrassage du soir. Voilà. Ça va être la première chose. La deuxième chose pour être vraiment en vitalité, c'est que moi, je suis un adepte du jeûne intermittent. C'est-à-dire que je fais que 2 repas par jour. Voilà. Donc je mange à partir de 13h jusqu'à 21h. Et pendant 16 heures, jeûne total. Voilà, c'est-à-dire que le matin, quand je m'entraîne à jeun. Voilà, ça aussi c'est important pour moi. Et le jeûne intermittent, pour moi, ça a été vraiment une grande révélation en termes de vitalité et d'énergie. Ça a été vraiment exceptionnel, à plein d'égards. Ça touche beaucoup de dimensions, aussi la dimension du sommeil, c'est vraiment intéressant. Et puis, après, je fais attention aussi à mon alimentation. Donc, je me refuse rien parce que justement, comme je fais beaucoup de sport, comme je fais le jeûne intermittent, ici, on sort assez régulièrement avec mon épouse. Donc, franchement, je me refuse rien. Mais par contre, il y a des choses, par exemple, je bois pas de soda ou éventuellement, tu vois, Shabbat, je m'autorise un coca ou un truc comme ça. Sinon, je prends que de l'eau. J'essaye de manger healthy, je suis pas vegan, voilà. Mais je fais attention à ce que je mange quand même, tu vois, je mange équilibré. Par exemple, ici on a un truc qui est phénoménal, c'est là on a la chance d'avoir des fruits et des légumes incroyables en Israël parce que tout est gorgé de soleil ici. Donc je vais toujours prendre un plat accompagné de ce qu'on appelle la salade israélienne où tu vas avoir des concombres, des tomates, des poivrons. Donc je vais prendre souvent dans mon alimentation, je vais faire un mixte protéines, légumes, légumineuses qui fonctionne plutôt pas mal. Et j'essaie de limiter le sucre, même si je m'autorise de temps en temps de me faire des petits plaisirs, tu vois, sans problème. Mais une fois encore, comme j'ai toute cette hygiène de vie là, j'ai pas un rapport obsessionnel à la nourriture et si demain j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, quoi, tu vois. Voilà. J'ai pas de rapport obsessionnel à la nourriture. Yes. C'est cool. Je te rejoins complètement sur la partie jeûne intermittent. Ça fait depuis mars l'année dernière, donc ça fait plus d'un an maintenant que je l'ai mis en place aussi dans mon quotidien. Et je fais pareil, le même typologie, donc c'est-à-dire que de 21h à 13h, je suis en jeûne. Et c'est vrai qu'il y a eu une phase d'acclimatation au départ qui était là, qui n'était pas toujours agréable, surtout que je fais du sport tous les matins. Et puis avec voilà nos habitudes de manger même si c'était quand même relativement healthy mon petit déjeuner, mais il y avait quand même trop de sucre comme beaucoup de Français, qui était fatal en fait pour la suite, et notamment les coups de barre à 11h alors que en temps normal on devrait avoir pleine énergie. Et j'ai reçu j'ai senti des belles choses en tout cas dans mon corps, dans ma vitalité, même dans ma clarté d'esprit. C'était jusqu'à 13h, mais même des fois je bossais jusqu'à 15h, j'étais là en mode super bien, et puis je me suis arrêté parce que il fallait que je mange, parce que j'avais pas forcément besoin de manger. Moi, du moins, je ressentais pas l'envie de manger, mais je savais qu'il fallait que je mange parce que voilà, il fallait que je suis quelqu'un qui très vite sèche, si tu veux, physiquement. Et en fait, mes premières semaines de jeûne, j'étais très maigre, alors qu'avant j'étais plutôt sportif, assez musclé, et c'était assez marrant de voir cette évolution. Puis après, tu retrouves, t'essayes de caler des choses, et puis tu manges différemment aussi au déjeuner et au dîner que d'habitude, donc c'est juste génial. Tu m'as parlé d'alimentation, tu m'as parlé d'activité physique, tu as vaguement parlé de sommeil. Alors je sais que tu es quelqu'un qui dort très peu. Est-ce que tu as des rituels avant de te coucher pour bien dormir, ou avoir en fait, pour être honnête, il y a une chose que je devrais vraiment travailler plus chez moi, c'est le sommeil. Ok. Parce que c'est pas quelque chose que je respecte assez. Ok. Maintenant, j'ai aussi cette chance d'avoir une liberté d'emploi du temps qui fait que je peux faire des micro-siestes dans la journée aussi, ce que je m'autorise à faire pour récupérer. Donc je vais dormir, en moyenne, je dors 5 heures par nuit. Voilà. Je suis plutôt un couche-tard. Et puis je me lève tôt.
Et puis dans la journée, je vais réussir à me placer une demi-heure de sieste de façon automatique. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est mes amis, quand ils me regardent, tu sais, je me mets un petit peu en mode Dracula comme ça, tu vois, je me mets comme ça allongé, je reste une demi-heure et après je suis reparti pour 10 heures, quoi, tu vois. Donc, en tout cas, moi, ce rythme-là me convient bien. Mais c'est vrai que je pourrais faire un petit peu plus attention à la qualité de mon sommeil. Voilà. Par exemple, faire un petit peu plus de cohérence cardiaque avant. Alors que parfois... Bon, tu sais, moi, j'ai pas toujours été tendre avec moi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Prends soin de moi. Moi, j'ai toujours, par exemple, je faisais le sport, il fallait que ça fasse mal, tu vois. Donc, avec le temps, tu changes et tu vas faire les choses un petit peu plus intelligentes. Mais je pense que, tu vois, s'il y avait une chose que je dois travailler, c'est de travailler plus la qualité de mon sommeil. Bon, pour l'instant, ça va, ça tourne bien. Et puis, j'ai réussi entre ce peu de sommeil et puis cette sieste dans la journée à bien me réguler, tu vois. Ça me va. Mais je sais que s'il y avait un pan sur lequel je devrais travailler, c'est le sommeil. Voilà. Je rebondis rapidement pour nos éditeurs sur la partie sommeil et qui plus est sieste. Il y a des fondamentaux quand même au niveau de la sieste à mettre en place et pas faire 1h30 forcément de sieste, quoique ça dépend. Pas. Mais c'est maximum 30 minutes. Alors, tu peux faire... Alors, faites 1h30 de sieste le week-end si vous avez besoin de compenser une semaine de manque de sommeil. Parce qu'on peut avoir dans ces cas-là une fonction régulatrice sur le manque que le cerveau il va avoir. Mais attention, 1h30, tu décales aussi d'autant ton rythme biologique en termes de sommeil. Donc le mieux, c'est de faire des petites siestes. L'idéal, c'est de ne pas dépasser une demi-heure. Et surtout, ce que vous faites quand vous faites une sieste, assurez-vous aussi d'avoir un bandeau noir sur les yeux. Ok, ça c'est très important parce que c'est comme ça que vous fabriquez de la mélatonine. Si vous êtes vraiment dans un endroit qui est trop éclairé à l'extérieur, on ne fabrique pas de la mélatonine. Alors que la sieste, le gros avantage, c'est que si on arrive à avoir une production de mélatonine pendant la sieste, en fait, on va avoir une régulation énergétique sur le reste de la journée et le passage de la fin de journée entre le système sympathique et parasympathique est facilité parce qu'on a synthétisé de la mélatonine dans l'après-midi. Donc, c'est l'une des raisons, par exemple, pour laquelle vous allez chez Google, limite, ils obligent que vous fassiez une sieste en milieu d'après-midi. Si vous allez en Chine ou au Japon, il y a plein maintenant de sociétés qui ont instauré la sieste de moins de 30 minutes dans la journée. Mais par contre, ils le font vraiment avec un bandeau noir. C'est mieux. Voilà. Ouais. Et pour rebondir sur la qualité de ton sommeil, David, moi ça fait plus d'un an maintenant, 1 an et demi que j'utilise un bandeau qui s'appelle le bandeau Dream. DREEM, qui envoie notamment des bruits roses à certaines parties de ton sommeil qui permettent d'augmenter en fait la qualité de ton sommeil, qui est vraiment intéressante. Au-delà d'avoir tout un tas, alors moi je suis quelqu'un de très tech et qui aime bien connaître un peu comment mon corps fonctionne et avec des retours visuels. Là en l'occurrence, ça nous permet justement de savoir comment on dort, combien de temps on dort, les différentes phases de sommeil que l'on a. Et en plus de ça, ce bandeau nous permet de nous envoyer en effet des bruits roses quand il y en a besoin. C'est-à-dire vu qu'on oscille en permanence, et dans certaines phases justement, il va équilibrer ces oscillations pour augmenter la qualité de sommeil, pour que ça soit beaucoup plus réparateur quelque part. Et puis, alors c'est une option que tu ajoutes ou que tu annules. Je sais pas où ils en sont. Moi, j'avais testé ce bandeau, la Dream, au tout début, dans leur première application. Et c'était très compliqué pour moi de dormir avec. Ok. Je trouvais que c'était l'ergonomie n'était pas confortable. Okay. Maintenant, je pense qu'ils ont dû faire évoluer le produit, peut-être le simplifier, tu vois. Mais au départ, c'était, je trouvais que c'était plein de promesses, c'était vraiment intéressant. Mais à l'utilisation, c'était moins facile. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant.
Ouais. C'est assez marrant que tu m'en parles. C'est vrai qu'au départ, bon, quand t'es seul aussi, c'est ok. Quand t'es seul dans ton lit, certes au début ça peut gêner, surtout quand il fait potentiellement très chaud. Et là aussi c'est un point de vigilance quand on dort. C'est bien d'avoir une chambre à température ambiante, au moins 18 degrés, voire un peu moins. C'est l'idéal. Mais cette partie-ci, en effet, quand il fait un peu trop chaud et qu'on a le bandeau là qui nous permet qui nous fait suer, c'est pas forcément des plus agréables. Mais ça n'empêche que aujourd'hui, c'est un des outils, on va dire, portatifs les plus pointus pour récupérer de la data vis-à-vis de notre sommeil. C'est super intéressant de ce côté-ci. Et d'autres aussi, ben voilà, il y a ce fameux bruit rose. Et moi, j'ai vu vraiment une évolution entre sans le bandeau et avec le bandeau. Ouais. Et ouais, j'ai vraiment vu mon niveau de qualité qui est vraiment progressé et diminué même en fait de 30 minutes en fait mon sommeil. Je me réveillais en pleine forme et ça, j'ai trouvé ça assez fabuleux et depuis, bon, je le garde. Excellent. Moi, une chose qui m'a vraiment aidé dans la qualité de mon sommeil, c'est de me tenir à faire ma cohérence cardiaque. Tu vois. Ouais. Ça, par contre, ça aide beaucoup. Et c'est quelque chose que je fais un petit peu plus aujourd'hui, tu vois. Tu en fais tous les combien dans ta journée de la cohérence cardiaque? Juste avant ton coucher ou c'est plusieurs fois dans ta journée? Alors, là, je vais rentrer la semaine prochaine dans une phase de recherche par rapport à ça, notamment sur moi, sur des nouveaux protocoles qu'on a développés avec la société. Donc, je vais faire à peu près une demi-heure par jour, quoi qu'il arrive. Et je vais faire des sessions de 10 minutes, 3 sessions de 10 minutes. Voilà. Et avec des prises sanguines. Et puis surtout, sur les 3 sessions seront 3 sessions différentes. C'est-à-dire que ce ne seront pas des sections, tu vois, par exemple, quand on te dit, tu parlais du 365, par exemple. Ouais. Donc, ça fait 3 respirations, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. OK. Mais là, on va changer les 6 respirations par minute. On peut passer, par exemple, on va faire une à 6 respirations par minute, une autre à 7 respirations, et puis peut-être une autre à 5. Et là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, on a calibré aussi le logiciel différemment pour qu'il y ait une interaction entre le cœur et le cerveau et la musique que l'on entend qui soit encore plus calibrable par rapport à ça. Donc, on est en train de faire plein de tests parce qu'en fait, la cohérence cardiaque, oui, elle permet de calmer, ok, et de switcher, mais il y a d'autres recherches qui sont intéressantes dans ce domaine qui permettent de voir aussi qu'elle peut stimuler, si on change les paramètres, le cortex préfrontal. Et quand tu augmentes, par exemple, l'influx nerveux et l'afflux de sang dans le cortex préfrontal, tu augmentes le niveau de motivation de la personne. Okay. Ça veut dire que le but, ce serait pas simplement d'avoir quelque chose qui nous calme en termes de gestion du stress et de mes émotions, mais de pouvoir peut-être avoir 2 approches, une qui calme et une autre qui accélère, mais qui accélère au bon endroit. Voilà. Et là, du coup, ça devient intéressant. Alors c'est sûr que si on va sur le volet de la motivation en plus de la baisse de cortisol et de tout ce que ça peut engendrer sur notre bien-être, on va dire, c'est exceptionnel. Du coup. Non, c'est exceptionnel. Et puis surtout là, nous on collabore avec l'hôpital de Hadassah et Tel HaShomer qui sont Tel HaShomer, c'est l'un des hôpitaux les plus avancés en termes de technologie au monde. Et en fait, ils ont énormément utilisé cette application de cohérence cardiaque pendant les périodes de Covid, avec des résultats exceptionnels. Pourquoi ? Parce que en fait, une personne qui rentre en Covid, elle va avoir ce qu'on appelle une étape intermédiaire avant de rentrer en soins palliatifs et en urgence, tu vois, en urgence respiratoire. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est comme les personnes, elles sont un peu en panique, et ben en fait, elles ont tout un système psychoneurologique qui font que ça accélère le processus. Ils ont décidé, avant ça, de faire de la cohérence cardiaque plusieurs fois par jour aux personnes avec l'outil sur lequel on est en train de travailler. Et ça réduit de 50% le fait que les personnes partent en réanimation. Donc c'était juste énormissime. Donc là, ils l'ont inscrit comme une structure de protocole à l'université pas à l'université, mais à l'hôpital d'Hadassah.
Donc c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que on peut avoir vraiment des interactions et réduire le stress d'une maladie avec ça. Voilà. Il y a des compagnies américaines aujourd'hui qui, quand tu as fait un arrêt cardiaque, vont faire deux choses. Ils vont te donner une somme d'argent. Tu vas par exemple avoir $50 000, ce qui est une grosse somme d'argent qui permet d'acheter une belle voiture, un truc comme ça. Ouais. Et ils le font parce qu'ils se disent, une personne qui a fait un arrêt cardiaque, il vient de passer à côté de la mort. Il faut tout de suite qu'il ait une surprise hyper positive. Et ils te disent que ces $50 000 sont liés au fait que la personne utilise un outil de cohérence cardiaque et qu'elle le fasse tous les jours. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, tu prends la Fédération française de cardiologie, ils instaurent l'utilisation de la cohérence cardiaque comme un des 10 points permettant de ne pas retomber, de ne pas avoir de résurgence de crise cardiaque. C'est quand même intéressant. Ça confirme ce que je pensais profondément de la cohérence cardiaque après avoir lu. Je reviens sur des bouquins, mais il y a un certain nombre de bouquins sur la cohérence cardiaque, notamment le nerf. En fait, je me suis intéressé d'abord au nerf vague, et puis ensuite, je me suis intéressé à la cohérence cardiaque parce que la cohérence cardiaque permet de travailler aussi sur son nerf vague, et puis avec toutes les connaissances et toutes les compétences qu'on peut développer derrière, avec le sympathique, le parasympathique, etc. Mais c'est juste génial. Et en fait, concrètement, comment cette application va fonctionner? C'est de la musique que l'on met dans les oreilles ou comment ça se passe? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, cette application, elle fonctionne grâce à une rencontre d'un docteur qui a été aussi chercheur à l'Institut Weizmann. Weizmann, c'est l'un des plus grands pôles de recherche d'Israël. C'est-à-dire toutes les grosses innovations dont Israël est fier aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont été fabriquées par des gens de chez Weizmann. Okay, donc c'est vraiment c'est un centre de recherche qui est financé par l'État et qui permet de regrouper toute une intelligence d'innovation dans un même endroit. Et en fait, le principe de base, c'était que, d'ailleurs cet homme, comment il en est arrivé là, c'est beau, il était en train de lire une paracha en étudiant la Torah, et dans une de ces parachas, il est expliqué que le roi Shaoul, qui était un roi un peu dur, et en face de lui, il y avait le roi David. Et le roi David, il jouait de la harpe. Et il jouait de la harpe en calibrant la harpe sur les battements du cœur de Shaoul. Et on disait que quand il faisait ça, il le calmait. Donc il a dit, tiens, je vais voir si c'est vrai. Et quand il a fait tous les tests, il s'est rendu compte que c'était vrai. Et en fait, il y a un principe qui se passe, c'est que quand tu arrives à démontrer à ton cerveau que il y a une variabilité de sa fréquence cardiaque et que tu peux le démontrer grâce au fait que la musique, en fait, elle est calibrée sur ta propre variation, donc on a un capteur. Et la musique, en fait, quand tu inspires, ton cœur, il accélère. Quand tu expires, il décélère. Ok ? Et tu vas un coup stimuler le système nerveux sympathique ou parasympathique. Quand ton cerveau, il prend conscience de ça, tout de suite, en fait, il va se mettre dans un mode switch et il va stimuler le système nerveux autonome parasympathique. C'est-à-dire qu'en fait, la musique, le style de musique, alors il faut un style de musique particulier. On a fait fabriquer des musiques par des chercheurs ici, et on a fait fabriquer aussi des musiques par une société de production orchestrale de Toulouse, pour être sûr d'avoir un panel de musique qu'on va aimer, mais qui sont surtout calibrés avec un rythme très spécifique. Et en fait, quand le cerveau il perçoit ça, en fait, de façon automatique, il va le basculer du système nerveux sympathique où tout s'accélère à parasympathique où tout se calme. Et du coup, en fait, on va avoir une application dans laquelle, avec un capteur et en écoutant de la musique, le principe de base, c'est au lieu de se concentrer sur une boule qui monte ou qui descend, ou sur son cœur, ou compter, je vais porter mon attention sur la musique. Plus je porte mon attention sur la musique, plus je me mets en cohérence cardiaque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que avant, pour entrer en cohérence cardiaque, il fallait faire un acte de concentration assez important. Je suis une boule qui descend, c'est assez contraignant, c'est pas obligatoirement fun, mais ça fonctionne. Et
il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'à ce moment-là, cette cohérence cardiaque, c'est une cohérence cardiaque qu'on appelle universelle. Je suis pas sûr que ni toi ni moi on soit en correspondance totale avec cette cohérence cardiaque universelle. Alors que quand cette cohérence cardiaque elle est calibrée sur sa propre variabilité cardiaque, c'est pas universel, c'est unique, c'est la tienne. Donc du coup, il y a une réponse qui est une réponse instantanée. Donc le taux de pénétration en cohérence cardiaque est plus profond, la vitesse d'accessibilité à la cohérence cardiaque est plus profond, et donc les bienfaits de la cohérence cardiaque sont plus intéressants. Mais tu pourrais carrément envisager le fait, par exemple, de travailler sur ton ordinateur ou de faire des choses ou de lire tout en étant en cohérence cardiaque, en écoutant de la musique. Voilà. Et du coup, ça devient intéressant. Alors du coup, moi aussi j'expérimente des petites choses de mon côté sur la cohérence cardiaque, et c'est vrai que des fois, alors j'aime bien me poser, ok, notamment dans la cohérence cardiaque du matin, voilà, après mon sport, je me la fais, je suis vraiment posé, je vais faire ma petite méditation après, tranquille. Il y a des moments où voilà, il y a des gros coups de bourre, mais je sais que faut que je fasse ma cohérence cardiaque quand même, parce que tu vois, ça dure pas toute la journée. On fait une cohérence cardiaque et on en a pour toute la journée, parce que ça dure entre 4 et 6 heures en moyenne quand on fait un 3-6-5. Et donc j'ai testé un certain nombre de choses, en effet, en regardant des films, en travaillant également. Et je me suis rendu compte en effet que, alors après il faut switcher sur deux choses. C'est mettre fort mon application type Petit Bambou par exemple, qui est une sorte de un bruit sonore, mais c'est pas de la musique, c'est juste une sorte de, comme s'il y avait une boule qui montait et qui descendait, et donc c'était un peu la même chose, mais d'un point de vue purement sonore, avec une fleur qui s'épanouit et qui se referme sur elle-même, et donc en même temps que travailler, et je me suis rendu compte qu'en effet il y a des fois c'était facile de mettre ça en place, mais parfois typiquement on va écouter de la radio, ou on va même se faire à manger. C'est hyper dur de pouvoir avoir une partie de son cerveau qui est concentrée sur ce que je suis en train de faire à manger, et en même temps essayer d'être en cohérence cardiaque. Et c'est assez marrant. Et justement, ma question était ah ouais, à partir du moment où tu mets un casque, donc tu auras cette musique, peu importe ce que tu seras en train de faire, sauf si c'est trop intellectuel peut-être, et ça tu vas me dire si c'est vrai ou pas, ça va avoir des effets, quoi. En tout cas, dans l'application, on a prévu des jeux, et notamment les gamins pourront jouer à Mario. Tu sais, le fameux Mario Bros. Ouais. Ils pourront jouer à Mario en étant en cohérence cardiaque. Et en fait, tu ne peux avancer que si tu es en cohérence cardiaque. Il y a un autre jeu qui est un jeu de mémoire et de concentration. Et en fait, le principe, c'est de temps en temps de faire ces jeux pour entraîner ton cerveau à ce que tu restes en cohérence cardiaque, même si tu es focalisé sur quelque chose qui pourrait te prendre la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ou te distraire. Et voilà, c'est tout le plan d'apprentissage. Là, on est en train de voir un petit peu comment développer d'autres jeux pour les enfants, notamment des enfants qui seraient TDAH, pour que TDAH, c'est ceux qui ont des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. C'est ça. Et par exemple, on sait que la cohérence cardiaque, c'est génial pour eux, mais tu peux pas demander à quelqu'un qui a des troubles de l'attention de se concentrer sur une boule ou sur un truc. Mais par contre, d'écouter de la musique, n'importe qui peut le faire. Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Et donc, tu vois, par exemple, sur les premières recherches qui ont été menées par HeartMath sur la cohérence cardiaque, les gars te disaient qu'à un moment donné, il fallait pas faire trop de cohérence cardiaque parce que ça fatiguait la personne. Et c'est vrai, si tu dois te concentrer pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure sur quelque chose, il y a un moment donné, tu épuises ton capital volonté. Tu sais, parce qu'en fait, le cortex préfrontal, il a été super utilisé. Mais c'est quelque chose qui disparaît complètement quand c'est la musique qui te met en cohérence cardiaque. Et donc, du coup, ça veut dire que on sait que, par exemple, une personne qui veut changer sa structure métabolique, par exemple, elle doit faire une demi-heure de cohérence cardiaque par jour. Voilà. Mais faire une séance d'une demi-heure, c'est contraignant. Mais tout le monde peut s'asseoir et écouter une bonne musique pendant une demi-heure. C'est facile, tu vois. Et du coup, en fait, on a simplifié le processus, et plutôt que d'être dans une fonction volontaire, on est dans une fonction automatique. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que les utilisations sont énormes, tu vois, sur les émotions, sur les addictions, sur tout ça. Ouais.
Génial, hâte de pouvoir la tester. Elle sera mise en ligne dans combien de temps? Elle sera disponible dans comment? Il y a deux choses. Alors d'abord, ça sera sous forme d'une application. Alors je vais te faire l'ancienne application. Ok. Il va certainement te demander d'avoir un sensor, c'est pas grave. Tu regardes l'application, elle ressemblera à ça. Vous voyez pas sur le podcast, mais en fait, on a un petit sensor que tu mets sur le doigt. Ouais. Et ensuite, c'est relié à cette application-là. Et une fois que c'est fait, tu vas choisir ta musique, tu vas choisir le temps que tu veux faire, et tu vas te laisser embarquer tout simplement. Donc, il va y avoir une application iPhone et une application Android. Le problème aujourd'hui, c'est qu'iPhone, c'est un petit peu plus compliqué. Tu vois, par exemple, sur l'application Android, on avait besoin simplement d'un code barre, de scanner le code barre du petit connecteur avec. Là, il faut qu'on rajoute une puce, une micro-puce. Donc, et iPhone a franchement complexifié les choses, mais je pense que d'ici 2-3 semaines, on aura terminé la recherche et le développement là-dessus. On a aussi fabriqué un logiciel, et là, on est dessus à fond, pour permettre aux thérapeutes, aux coachs, de pouvoir suivre ce que vont faire leurs clients. C'est-à-dire qu'imaginons que je te coach et je te dis voilà, c'est important que tu fasses une demi-heure de cohérence cardiaque par jour, je serais capable de savoir combien de temps tu as fait de cohérence cardiaque par jour et si tu étais vraiment en cohérence. Et on va te demander de t'appeler et de dire écoute Quentin, ce serait franchement, pose-toi 2 minutes là. Fais ta cohérence cardiaque, c'est vraiment important pour toi et tout ça. Donc, je vais avoir des retours qui sont des datas qui sont vraiment aussi intéressantes. Et donc, on espère sortir ça dans 1 mois ou 2. Et puis, surtout, la semaine dernière, moi, j'ai pris la décision de racheter la société de fabrication pour pouvoir maîtriser tout le processus du début à la fin. Parce que c'est compliqué, tu vois, d'avoir... nous, ils voulaient nous donner la distribution exclusive et ce qu'on avait pris, tu vois, sur l'ensemble du monde entier. Mais je trouve que pour des raisons de qualité, c'est mieux de maîtriser tout le process. Donc, j'aurais fait une proposition la semaine dernière de racheter la société, ce qu'ils ont accepté. Donc là, maintenant, c'est dans les mains aussi des avocats pour voir un petit peu dans quelle mesure, comment on organise tout ça, mais pour être sûr que du début jusqu'à la fin, on va maîtriser les process, quoi. Voilà. Okay. En gardant naturellement le chercheur dans la société, en lui donnant des parts de société pour qu'il fasse toujours partie prenante du système, et c'est un monsieur vraiment qui est exceptionnel, quoi. Ouais. Ça donne vraiment envie et on voit le côté entrepreneurial que tu as et le côté aussi scientifique, l'approche scientifique. Mais c'est important parce qu'à un moment donné, tu vois, par exemple, le monsieur que j'ai en face de moi, c'est un chercheur exceptionnel, mais c'est pas un développeur. Et à un moment donné, ça pose problème dans la qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, j'ai ce côté chercheur. Alors, pas de pointe comme lui, parce que lui, c'est vraiment... il a fabriqué quand même le produit de A à Z, quoi, tu vois. Mais par contre, en revanche, comme j'ai un pied dans le monde de la recherche et que j'adore l'entrepreneuriat, la structuration des deux, elle est intéressante. Parce qu'un produit comme ça, tout le monde doit l'avoir. Tout le monde doit avoir ce produit dans les mains, quoi. C'est phénoménal. Ouais. Et à terme, on proposera aussi, ce qui ira avec, toutes les personnes qui auront le produit pourront avoir aussi accès à des hypnoses, à des choses comme ça. C'est-à-dire que tu achèteras le produit et tu pourras aussi avoir un abonnement mensuel d'à peu près 8 €, où dans ces cas-là, toujours en cohérence cardiaque, tu pourras avoir des hypnoses, tu pourras avoir des relaxations, tu pourras avoir des méditations guidées, tu pourras avoir des sons spécifiques pour mettre dans un état vibratoire. Donc en rachetant le brevet, je peux faire passer aussi le projet à quelque chose de bien supérieur en termes de fonctionnement. Et ça, c'est important. Voilà. Génial. Bon, franchement, hâte de pouvoir tester cette application. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lien vers un site web, quelque chose comme ça qu'on pourrait mettre dans les notes du podcast? Non, pour l'instant, je peux pas parce que le produit va s'appeler MindLev. Voilà. Lev en hébreu, c'est le cœur. Bon, après, ça faisait aussi les levées, tu vois. Et ça va s'appeler MindLev. Et non, là, on est en train de tout travailler sur les... Moi, je ne communiquerai qu'à partir du moment où le produit sera top à 100%. Et là, on doit encore valider aussi toute la partie puce avec nos amis chinois. Parce que c'est les Chinois qui ont fabriqué les sensors.
Donc voilà, c'est en cours, on travaille. Mais bon, je pense que d'ici 1 mois, on sera opérationnel. Yes. J'espère. Bon, mais génial. Vraiment hâte. Mais ça va être un super produit. Ça va aider beaucoup de gens, je crois. Ouais, sur plusieurs volets, hein. Il y a la partie santé, il y a la partie performance que je vois, mine de rien. Et puis même tout simplement bien-être global. Oui, et puis la dimension thérapeutique, tu sais. Ouais. J'ai discuté avec une amie la dernière fois qui a perdu son mari d'un cancer, qui n'arrivait pas à s'en remettre. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, t'es jeune, il faut aussi que tu passes à autre chose. Elle me dit, mais j'y arrive pas. Au niveau émotionnel, j'y arrive pas. Et en moins de 3 semaines, en utilisant l'application, elle a complètement régulé ses émotions. Ça veut pas dire qu'elle n'est plus triste, mais ça veut dire qu'elle est plus envahie par cette tristesse et qu'elle peut continuer à vivre normalement. Et donc, du coup, anticiper et se projeter dans l'avenir. Et ça change tout, en fait, dans une relation ou dans une perspective de vie. Donc les applications vont être absolument phénoménales. La préparation aux examens pour les enfants qui ont peur, tout est assez fabuleux. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on inscrive ce produit comme un produit simplement d'hygiène de vie, quoi. Et surtout derrière, avec tout ce qu'on va développer en termes d'hypnose, de relaxation, ça va être aussi une application qui permettra, même si t'as pas la cohérence cardiaque, d'être dans un train et de te dire, je me fais une petite séance de relaxation ou de méditation pleine conscience guidée, quoi, tu vois. Je vois très bien la vision en tout cas que tu as du produit et je trouve ça assez fantastique et je partage en tout cas cette vision de la tech, mine de rien. Mais il y a quelque chose, on voit de plus en plus d'applications dans la e-santé, dans le bien-être, voilà, alors, des applications comme Petit Bambou qui ont fait leurs preuves, par exemple sur la méditation, et d'autres qui n'ont pas forcément fait leurs preuves. Mais qu'est-ce que tu penses de la part de la tech dans quelque chose qui est quelque part très naturel, mine de rien, le fait de bien respirer, le fait de s'alimenter, le fait de bien dormir, c'est des choses voilà que nos ancêtres en fait n'avaient peut-être pas forcément, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas cette technologie et pourtant ils étaient dans un autre système. Alors c'est sûr que la vie était différente, n'allait peut-être pas si rapide. Il y avait pas le stress dans lequel on vit. Franchement, après. À tous les égards, on en parlait de l'alimentation, la structure nutritionnelle n'était pas la même. Tu sais, moi, quand je dis je fais le jeûne intermittent, les gens me disent ah mais non, tu fais n'importe quoi. Il faut, tu sais, c'est bien connu, il faut bien manger le matin. On dit le matin comme un roi, le midi comme un prince, le soir comme un pauvre. Je dis mais écoute, ça c'est valable. C'était valable il y a 100 ans. Quand tu prenais une tranche de pain il y a 100 ans, avec le blé d'il y a 100 ans, avec la nutrition d'il y a 100 ans, puis d'abord ils étaient pas sédentaires les gens. Ils étaient en mouvement. Donc, ça, c'est des préceptes qui tenaient vraiment la route il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, la valeur nutritionnelle n'est plus la même. Donc déjà, il faut que tu complémentes ton alimentation, que tu fasses attention à celle-ci. Donc, il y a plein de choses qui ont changé, qu'il faut faire évoluer. Et que on vit dans un stress aujourd'hui. Moi, par exemple, quand je vois le stress que mes enfants ils ont aux examens, moi, je me rappelle pas avoir eu autant de stress, par exemple, tu vois, d'enjeux, d'exigences par rapport à l'avenir, les craintes, les peurs. Bon, après, tu rajoutes tout ça, le corona. On vit franchement dans une période dans laquelle le monde vit dans un environnement hyper anxiogène. Et à ce moment-là, on a besoin, peut-être aujourd'hui, d'avoir des outils dont on n'avait certainement pas besoin hier, mais aujourd'hui dont on a besoin simplement pour faciliter les choses. Ça peut pas dire qu'on peut pas s'en passer. On peut s'en passer. Mais je crois que moi, j'aime bien avoir aussi un rapport à l'efficacité, au temps et à ce qui fonctionne bien, tu vois. Donc, si je peux avoir quelque chose qui me permet d'avancer, d'avoir une structure et puis d'obtenir des résultats et que ça me simplifie les choses. Voilà. Par exemple, tu vois, la cohérence cardiaque, elle a toujours existé. Ouais. Qu'un cœur soit en cohérence cardiaque. Mais grâce à HeartMath, on a commencé à pouvoir le mesurer. À partir du moment où tu peux le mesurer, tu peux commencer à faire des choses avec et tu peux l'orienter. Donc, je pense que ces nouvelles technologies, notamment de tout ce qui est... ça fait partie, par exemple, la cohérence cardiaque fait partie des familles de ce qu'on appelle du biofeedback, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça nous donne des indications géniales. Et si un outil comme celui-ci me permet de me mettre en cohérence cardiaque 3 ou 4 fois plus facilement que sans outil, je vais utiliser l'outil, tu vois.
Et ce serait con de passer à côté, parce que la technologie, si elle nous permet d'aller mieux, regardons le nombre de personnes de vies qui ont été sauvées grâce aux nouvelles technologies. Bon, à un moment donné, on peut pas rejeter ça, quoi. Voilà. Ouais. Bon. En tout cas, je veux vivre dans ce monde-là, je l'aime bien, quoi. Surtout à Israël, où tu as toute cette startup nation là, grouillante de cerveaux, de startup, de choses nouvelles, de technologies novatrices. C'est fou. Ici, il y a 7000 startups. On sait qu'à peu près, t'as au moins 2 personnes sur 5 qui travaillent pour une startup en Israël. Wow. Ça laisse réfléchir. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a une logique d'innovation qui a permis aussi à Israël. Israël, rappelons-le, hein, c'est quand même un pays qui est entouré d'ennemis qui veulent sa mort et qui crient sa mort tous les jours. Et que la seule chose qui préserve Israël, c'est sa technologie. Hein. Israël n'a pas son niveau de technologie. Israël est rayé de la carte. Ils ont créé par exemple un truc qui s'appelle le dôme de fer ici, qui permet de calculer quand il y a une requête qui est envoyée. Ça calcule tout de suite si la requête arrive dans un endroit où il y a des habitations ou pas. Si ça tombe dans un endroit qu'habitation, c'est systématiquement détruit. Ils appellent ça le dôme de fer. C'est assez phénoménal. Ouais. Et ça veut dire que faut savoir que chaque année, il y a à peu près 2000 requêtes qui sont envoyées sur Israël quand même. Les gens, ils entendent pas ça parler à la télé, mais il y a 2000 requêtes sur Israël. Ok. Il n'y a pas un mort. Donc, et ça là, ça relève du miracle technologique. Donc, si tu veux, Israël a compris que pour se défendre, pour survivre, la seule chance qu'elle avait, c'est des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, toutes les alliances, il y a un accord qui s'appelle les accords d'Abraham aujourd'hui, qui font que il y a plein de pays autour qui sont en train de passer des accords avec Israël. Ils investissent dans quoi? Dans l'innovation. Voilà. Voilà, c'est un pays qui est incroyable. Et tu sais, d'abord, c'est un pays, je te parle pas, avant le corona, il y a même pas 3% de chômage. T'as des buildings qui construisent de partout. Donc, quand t'es dans cette dynamique-là, ça te pousse à réfléchir. Ça te pousse à réfléchir beaucoup, quoi. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien. Ouais. Mais moi aussi, j'aime bien et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Bien, je te ferai découvrir et tu verras ça de l'intérieur. Et puis, indépendamment de ça, c'est un pays que j'aime parce que, t'as une dimension spirituelle et religieuse qui est très forte, qui est empreinte dans la terre, et t'as l'innovation. Et je trouve que quand tu peux marier les deux, c'est un vrai kiff. Ouais, tu me donnes vraiment envie d'y aller. Comment tu fais pour être heureux ou tendre vers un certain bonheur, David? D'abord, je fais du bien. Voilà. C'est ma première chose. Tu sais, moi je dis toujours dans la vie, il y a 2 types de population. Il y a les donneurs et il y a les preneurs. Moi, je suis profondément un donneur. Voilà, j'aime donner de mon temps, j'aime donner de mes conseils, j'aime donner de l'information. Et ça me rend heureux. Voilà. Parce que quand t'es dans cette dynamique-là, tu peux pas être malheureux. Parce que d'abord, t'as des retours qui sont plutôt sympathiques. Ensuite, t'as une perception de toi qui est plutôt sympathique. Donc, la première des choses, c'est vraiment, je me pose toujours la question, c'est qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un, un projet, un truc, et j'aide mon prochain. Voilà. Donc ça c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important et qui me porte. Ensuite, je suis quelqu'un qui étudie. Alors, j'étudie la science, mais j'étudie aussi la spiritualité, j'étudie la Torah. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'amène à mieux réfléchir, à bien réfléchir. Voilà, et puis je me pose la question toujours, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que ce que je fais est bien? Ça me rend heureux. Après, je fais tout pour avoir une qualité de relation avec mon épouse qui est au top aussi. Alors, on est comme tous les couples, hein, ça nous arrive de nous engueuler. Mais ça dure pas. Et puis surtout, ça fait avancer les choses. Mais comment te dire, voilà, en tout cas, moi, j'ai pris la ferme intention d'être heureux tout le temps. Donc, je fais les choses que j'aime. Je fais très attention avec qui je passe du temps. Je passe du temps avec des gens qui sont positifs, des gens qui sont négatifs ou qui parlent mal des autres. Je passe pas une minute avec elles. Voilà. Donc, je fais le tri aussi. Je fais le tri de mon environnement.
Et puis en fait, tu sais, moi j'ai de la chance d'organiser ma vie autour de choses que j'aime. J'aime mon boulot, je peux faire du sport quand je veux, je suis mon propre patron, je m'organise un petit peu comme je veux. J'ai réussi à mener avec le temps une équipe dans mes sociétés. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs doivent envier la qualité de mon environnement professionnel, que ce soit les personnes avec lesquelles je bosse, que je recrute. Mais pour ça passe par un truc, c'est je m'assure aussi qu'elles soient aussi heureuses, par exemple mes assistantes ou mes collaborateurs. Donc rends heureux les autres et t'es sûr d'être heureux, quoi. C'est ça le principe en fait. Donc ma question c'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma femme plus heureuse, mes enfants plus heureux, mes collaborateurs plus heureux, mes clients plus heureux. Ouais. Et de te mettre dans ces dynamiques-là te rend heureux et franchement me le rend bien, quoi. Tu vois. Tu vois, par exemple, moi, je ne contrôle jamais l'emploi du temps de mes collaborateurs. Jamais. Mmh. Je ne contrôle jamais leurs vacances. Totale confiance. C'est un truc, tu veux pas prendre une semaine de vacances. Voilà. La seule chose que je sais, c'est qu'on a des échéances, des exigences, des trucs, on a de la qualité. Si on respecte à ça, pourquoi je vous ferais chier? Pourquoi vous serez sur votre tête ou... Non, sois épanoui, éclate-toi là où, dans ce que tu fais, et à coup sûr, ça va fonctionner. Voilà. Donc je suis proche de mes collaborateurs aussi. Yes. Ton premier ou tes premiers vecteurs justement pour faire du bien autour de toi, au-delà de ta sphère personnelle, si je puis dire, il y a Lina, c'est ça, qui permet justement de former des coachs et qui permet aussi d'accompagner d'autres personnes. Et puis non, il y a aussi un truc qui m'a permis et dont je me suis rendu compte avec le temps, c'était curieusement ma chaîne YouTube. Ouais. Ma chaîne YouTube, elle a vraiment permis de faire du bien à beaucoup de gens. Je reçois tous les jours des dizaines de témoignages de gens qui m'ont dit que je les ai aidés ou j'ai sauvé leur vie. Et pour moi, YouTube, ça a été une véritable révélation, en fait, en vrai. Parce que d'abord, j'étais contre les réseaux sociaux avant, tu vois. Mais j'ai vu à quel point on pouvait, si on utilisait bien ce média, faire du bien aux gens, quoi. Tu vois, et leur permettre de passer à un niveau supérieur dans la vie, quoi. Et d'avoir des réponses toutes bêtes. Et c'est simple, j'ai fait une vidéo la dernière fois sur les 10 critères qui font qu'un couple il est au top. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, c'est génial, mais par contre, je me suis rendu compte, je peux me prendre conscience qu'il y a 2 points, j'étais complètement à côté, je vais les travailler. Ouais. Bon, tu sais que ce couple-là, il ira un petit peu mieux grâce à toi, quoi. Voilà. C'est bien. C'est très bien. Je partage complètement et la différence entre quelqu'un qui tend vers plus de bonheur, en tout cas comme je le pense, c'est avec quelqu'un qui veut mais qui n'y arrive pas, c'est que tout simplement il met en application. D'où d'ailleurs l'Institut des neurosciences appliquées, il y a aussi le mot application qui est très important. Tu l'as mentionné à maintes et maintes reprises. Mais c'est pareil, je le dis aussi à travers le podcast ou même à travers ma chaîne YouTube que je développe également, c'est mettre en application, juste consommer pour consommer. Bon, ok, mais à un moment donné... j'ai une bibliothèque en face de moi, bon, je me dis que franchement, si je pratiquais tout ce qu'il y a là-dedans, je serais un être dans les cieux, tu vois. Ouais. Bon, maintenant... Quand je lis un bouquin ou quand je regarde mes recherches, je me pose vraiment une seule question. Et c'est la question des neuroscientifiques appliqués. Il y a une seule question, on va dire, concrètement. Ok, c'est super, tu viens de lire un truc, c'est génial. Concrètement, comment tu mets ça dans ta vie, en place? Ce concept, il est génial. Il y a plein de concepts géniaux là-dedans, dans tous ces bouquins ou dans ceux-là. Il y en a plein. La question, c'est est-ce que je les mets en œuvre? Et parfois, je me dis, vaut mieux avoir lire un livre par an et te dire, celui-ci, par contre, chaque chose, je vais l'appliquer. C'est beaucoup plus transformationnel que d'avoir lu 20 livres dans l'année, pas avoir changé grand-chose à tes habitudes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, je pense que pour être heureux, d'abord, il faut la volonté de l'être. Et ensuite, au-delà de ce travail, il faut avoir la certitude que il faut appliquer des choses très concrètes dans notre vie. Et si tu fais ça, ça marche. Ça peut pas faire autrement que de marcher, en fait. Et donc,
concrètement, le conseil que tu donnerais justement aux personnes qui sont pas forcément heureuses, mais qui veulent tendre à plus de bonheur dans leur vie, ce serait quoi? D'abord, faites du bien aux autres. Oublie-toi toi-même. Tu veux être bien, tu sais, quand tu sers ton prochain, d'abord tu vas t'apercevoir que ils ont des vies qui sont parfois beaucoup pires que la tienne. Ok ? Donc ça permet de relativiser beaucoup. Ensuite, quand tu sers ton prochain, cette dimension de l'altruisme en fait va nourrir chez toi une neurochimie qui fabrique déjà de l'endorphine, de l'ocytocine. Et tout ça en fait, ce sont des biochimies qui te mettent dans des états internes qui sont positifs. Donc faites du bien et posez-vous la question, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apporter à l'autre ? Dans ton couple, chez tes enfants, tu vas chez ton commerçant du coin, tu peux acheter la baguette comme n'importe qui, et tu peux prendre une seconde et dire comment ça va aujourd'hui ? Comment ça va votre mari ? J'ai cru comprendre que la semaine dernière, il avait une petite opération, ça s'est bien passé. Transmettez-lui mes amitiés. Juste d'avoir des petites attentions qui vont faire que les personnes, ils ont le sentiment qu'elles comptent pour toi. Et en fait, cet échange que vous allez voir à travers les neurones miroirs va vous renvoyer aussi à vous-même. Et ça va cultiver aussi le fait que vous avez une bonne image de vous-même, parce que quand on est quelqu'un de bien, c'est plus facile d'être heureux. Voilà. Quand on est un connard et qu'on sait qu'on n'est pas obligatoirement quelqu'un de sympathique, c'est difficile de penser que je suis quelqu'un d'heureux. Je crois profondément. Donc déjà, première des choses, soyez altruiste. La deuxième, traitez-vous en première classe. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire, prends soin de toi. Tu sais, je dirige 3 sociétés, j'ai beaucoup de responsabilités sur les épaules, mais j'ai mes 2 entraînements de sport par jour pour moi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même si, par exemple, les filles me disent « Enfin, David, regarde, t'as mis ton heure de kickboxing. J'ai dit rendez-vous. » T'as pas compris. C'est mon heure de kickboxing. Donc, le rendez-vous, tu mets avant, tu mets plus tôt, tu mets après, tu mets ce que tu veux. Mais ça, là, je le bouge pas. Ah, mais puis cet entraînement aussi, là, je le bouge pas. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mon Shabbat, entrée du vendredi soir, tombée de la nuit, samedi soir, tombée de la nuit. Ne cherche pas à me chercher à tel téléphone, le truc. Tu m'auras pas. Parce que je décroche complètement. Ce sont des moments pour moi. Et c'est ça aussi se traiter en première classe, c'est de se dire, ok, la plupart de mon temps, je le passe mon temps pour aider les gens et pour qu'ils soient plus heureux, pour retirer leur souffrance. Mais il faut certainement pas que je m'oublie, quoi. Parce que sinon, j'aurais pas l'énergie pour pouvoir le faire. J'ai besoin de prendre soin de moi. Tu vois, par exemple, Shabbat, moi, je vais prier, je vais à la synagogue, je prie pour, j'ai une relation qui est importante avec Dieu. Et puis après, l'après-midi, je me fais une longue marche avec ma chienne. C'est hyper méditatif, quoi. Mais par contre, après cette journée-là, tu peux me demander tout ce que tu veux, hein. Moi, je bouffe le monde. Il y a rien qui me fait peur. Et une journée comme ça, sans technologie, sans rien, ça vaut une semaine de vacances. Ou t'es complètement sur ton Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc voilà, donc j'ai une vie qui est sympa, mais elle est tournée vers les autres, mais elle est aussi tournée sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'oublie pas. Et c'est ça aussi une condition sine qua non pour être heureux, parce que il y a rien de plus frustrant que de tout donner pour les autres et à un moment donné de s'oublier soi. Non. Je ne peux donner que ce que j'ai. Je peux te donner de l'énergie si j'en ai, je peux donner de l'amour si j'en ai, je peux donner de l'argent si j'en ai, je peux donner des connaissances si j'en ai. Mais ça veut dire que j'en ai. Ça veut dire que je m'occupe de moi. Voilà. Je prends soin de moi. C'est comme ça. Voilà. Et il y a des moments, je vais dire à mon épouse, j'ai besoin de me retrouver, j'ai tout seul, je prends 2 heures. Elle accepte. Ouais. Pour me dire, mais non, j'aimerais bien que ces 2 heures, tu les passes avec moi. Oui, moi, ça t'intéresse. Mais j'ai besoin d'un temps pour moi, là. Tu vois. Voilà. Et c'est un super équilibre à trouver justement entre le partage, donc d'être avec les autres, et puis d'être avec soi-même également. Et à partir du moment où on a trouvé cet équilibre, justement, bon là, c'est là qu'on performe, qu'on est heureux, qu'on est bien, quoi. Bien sûr. Et puis ça sous-tend une chose, c'est d'être au clair avec ses besoins, quoi. Voilà. De quoi j'ai besoin dans ma vie, quoi, tout simplement. Quels sont mes besoins?
Ouais. Et aujourd'hui, en fait, avec la Covid-19, je vois, j'ai fait un article là, dernièrement sur télétravail et santé. Et du coup, mon premier point, j'ai énuméré 7 points à travailler. Le premier point que j'ai développé, c'est les besoins. C'est en effet, c'est quels sont tes besoins vitaux au-delà de manger, dormir, boire, etc. C'est quels sont tes vrais besoins. Si toi, tes besoins, c'est d'aller faire une petite marche pendant 30 minutes après manger à chaque fois avec ton chien ou ta chienne, c'est ça, ok, mais c'est ta zone à toi, et puis t'as d'autres besoins, mais dans ces cas-là, il faut les assouvir et ne jamais, on va dire, les annuler. À la rigueur, tu peux les repousser à aller d'une heure ou à la fin de journée, mais jamais les moments pour annuler. toi, tu les gardes, ils sont précieux. Voilà. Ouais. Quand tu as un rendez-vous avec toi-même, tu le respectes. Ouais. Voilà. Se traiter en première classe. Se traiter en première classe, c'est vraiment ça. Tu te traites en première classe. Et plus tu vas te traiter en première classe, plus tu seras pouvoir à même de traiter les autres en première classe. Ouais. Ça sera facile. Yes. Je vais arriver sur les dernières questions. As-tu un gris-gris, une croyance ou quelque chose que t'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais tu as avec toi et tu dis c'est mon truc à moi? Non, j'ai pas ça. Le seul gris-gris que je vais avoir, c'est que moi j'ai une vraie croyance en Dieu. Voilà. Et que quand tu as cette croyance-là, tu as besoin de rien d'autre. Tu vois, franchement, j'ai pas besoin d'apparat, en fait. J'ai une relation et cette relation, elle me va bien. Dans certaines situations de vie, je me suis rendu compte que il y avait l'existence d'une force bien supérieure à la mienne. Et voilà. Et c'est ça mon gris-gris. Voilà. Quoi qu'il arrive, je sais que je suis pas seul. Jamais. Donc ma grande force à moi, c'est cette croyance-là aussi. Et de savoir que cette présence, elle est là pour me protéger, quoi. Parce que je l'ai vu à plein d'égards dans ma vie, quoi. Même parfois quand j'ai vécu des moments très difficiles, avec un tout petit peu de recul et d'objectivité, je me disais, mais waouh, heureusement que ça m'est arrivé, quoi. Mais heureusement que ça m'est arrivé et que ça m'est arrivé comme ça, et pas autrement. Sinon, ça aurait été une catastrophe. Voilà. Donc ouais, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol et j'ai de la chance d'avoir une vraie relation intime et je la cultive et je la nourris. Et ça, c'est bien aussi. C'est important. Voilà. Okay. Merci pour ces quelques mots. Où est-ce qu'on peut te suivre, David? Le mieux, c'est YouTube. YouTube, c'est quand même ça, grand public. Après, j'ai un site internet qui s'appelle davidlefrançois.com, tout attaché. Ouais. Où là, j'ai tout ce que je propose. Mes programmes. Si tu veux vraiment retrouver toute mon actualité, ce que je fais, ce que je propose, c'est davidlefrançois.com. Et puis, puis voilà, déjà, c'est pas mal. Ouais. Il y a de la matière. Et après, il y a Instagram, Facebook, naturellement, mais surtout les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Yes. Oui, c'est présent. Un dernier mot pour nos auditeurs, peut-être nos auditeurs confinés français. On est encore en période de confinement en France. Voilà, on est au mois d'avril, début du mois d'avril 2021. Un petit mot pour nos francophones et particulièrement nos Français. Profitez de ces périodes pour faire des introspections de est-ce que d'abord je suis heureux dans ma vie, tout ce qu'on a vu aujourd'hui finalement, quels sont mes vrais besoins, et puis profitez de ces périodes pour vous former et changer. C'est-à-dire que je crois que ceux qui vont réussir l'après-Covid seront ceux qui l'auront préparé. C'est-à-dire ceux qui auront cette capacité de dire, ok, dès que les choses vont être à la normale, il faut que je sois opérationnel, il faut que j'ai eu tel niveau de formation, il faut que j'ai eu tel niveau de compétence, il faut que je puisse faire la différence avec mon marché. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'abord, la compétition va être rude, parce que les choses vont être compliquées après Covid, parce que là, on est encore en France dans la crise sanitaire, mais la crise économique, pour s'en sortir, il va falloir, ça va être chaud. Donc ça va vous demander d'avoir une présence sur le marché exceptionnelle. Donc n'attendez pas que les choses arrivent, soyez hyper proactifs, ne soyez pas réactifs par rapport à ce qui va se passer demain. Vous avez peut-être une opportunité unique dans votre vie de vous poser des bonnes questions, d'agir et d'avoir le temps de vous former. Moi, par exemple, quand je me suis retrouvé avec le Covid avec 110 jours d'annulation d'animation. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Ce que j'avais prévu d'offrir sur les 5 ou 6 prochaines années dans mon contenu, je l'ai fait en 6 mois.
J'ai repris toutes mes recherches, tous mes trucs, et j'ai apporté une valeur ajoutée à mon institut qui fait que, à mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas un centre de formation dans le monde qui peut s'aligner sur la matière que je suis en train d'apporter. Pas un seul. Et voilà, c'est une opportunité que vous avez. Alors, c'est vrai que c'est chiant, on est confinés, mais soyons confinés, mais pas confinés. Voilà. Ça, c'est important. Profitez de ce moment-là, quoi. Faites-en quelque chose et surtout, préparez l'avenir. Formez-vous, quoi. C'est le meilleur moment pour le faire. Voilà. Ok, merci pour ces quelques mots, David. En effet, on va profiter, on va faire attention à soi, à ses besoins. On va se traiter en première classe. Et puis, dès que l'application Mindlev sera open sur le marché, dessus. Vous jetez dessus comme la peste sur le côté. Ouais, ben en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Merci David, merci infiniment. Merci à toi. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Voilà, on vient de passer une bonne heure, presque 1h30 ensemble. C'était un chouette moment où on a pu passer de la performance en passant par le bonheur, par la santé, la vitalité, la technologie et également un petit coucou d'Israël également. Bref, c'était un chouette moment avec toi, David. À très très vite. Avec plaisir. À toutes celles et ceux et ciao ciao. Bonne réussite à tous. Bye. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, QANOPEE.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.